on a pu voir ensemble une première présentation, une première vidéo qui était sur l'analyse de rentabilité. L'objectif ce matin, c'est de pouvoir enfoncer le clou sur cette première partie et pouvoir aller un peu plus loin, notamment sur la notion de coût d'heure productive. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires dans la partie chat. La présentation webinaire est enregistrée. On vous fera passer le replay par mail. Et donc, si vous souhaitez avoir le replay, pensez à laisser votre adresse email dans les commentaires. Alors, je vais maintenant vous partager mon écran, voilà, pour que vous puissiez voir la présentation et une diapo que certains ont déjà vue. Voilà, avec nos hommes des cavernes qui sont en train de s'embêter avec une roue carrée et on leur propose une roue ronde, mais non, ils n'ont pas le temps de pouvoir essayer ça. Alors, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on a la tête dans le guidon. On avance, on est sur de la production et on ne prend pas le temps de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et soyons clairs, ça nous arrive à tous. Je refais un rapide point sur la comptabilité qui est complètement différente de la gestion. Nous, aujourd'hui, ce que l'on va voir, ce que l'on va évoquer, on va parler de gestion, on va parler de pilotage, ce qui est complètement différent de la comptabilité. La comptabilité, c'est ce qui sert à produire des documents qui sont en cohérence avec ce que demande l'administration fiscale. La gestion, c'est ce qui permet de comprendre, d'identifier les indicateurs pertinents pour pouvoir prendre des décisions et ensuite piloter votre entreprise. Un point sur l'importance du suivi de la rentabilité nette et ses conséquences. Petit rappel pour ceux qui ont vu la vidéo, une entreprise qui aura un chiffre d'affaires de 100 et des charges de 90, donc des charges directes et des charges indirectes, on va voir un peu plus loin ces précisions entre charges directes et charges indirectes. Elle a donc un résultat net qui est de 10. Si jamais elle fait une réduction de 5%, ou qui a un degré de précision qui est à 5%, on se retrouve avec un chiffre d'affaires de 95. Les charges, bien sûr, vont diminuer, donc elles sont de 90, et le résultat net est de 5. Qui permet de montrer qu'une réduction de chiffre d'affaires de ne serait-ce que 5% peut diviser votre résultat net par 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chiffre que vous avez en bas à droite au niveau de votre compte de résultat peut être divisé par 2 pour uniquement une baisse de chiffre d'affaires de 5%. Si on prend le cas d'une entreprise qui a 5% de résultat, là on a pris c'était une entreprise qui était à 10%, croissance à 2 chiffres, qui n'est pas le cas de la plupart des entreprises. Une entreprise qui serait dans une situation de 5% de résultat, je reprends la même chose et je vais un peu plus vite. Une baisse de prix de 7,5%. Donc, ce ne sont pas de grandes réductions, ce ne sont pas, voilà, c'est pas des moins 20, des moins 30 ou des moins 40%, c'est 7,5%. Ben, on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui est à 92,5. Les charges, elles, sont toujours de 95, ce qui donne un résultat net de moins 2,5. Donc, résultat net négatif. Qu'est-ce que veut dire un résultat net négatif? Bah, très clairement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires, il n'y a pas assez de produits pour pouvoir assumer toutes les charges, que les charges soient directes ou indirectes. Quelles sont les conséquences? Ben, si jamais c'est une situation qui perdure, s'il n'y a plus assez de produits pour pouvoir payer les charges, c'est tout simplement le dépôt de bilan. Avant cette étape, ben, quelle va être la première? C'est quelles sont les charges que l'on peut diminuer? Et soyons très clairs, on ne va pas demander à l'URSSAF, on ne va pas demander, c'est pas eux qui vont diminuer les charges. La première des charges qui va diminuer, c'est la rémunération du dirigeant.
Aujourd'hui, si on parle des problématiques de gestion du dirigeant, ce dont il a besoin, euh, il a besoin d'une approche pratique. Et aujourd'hui, il y a une approche qui est répandue, qui est un niveau de marge brute, voilà, et un niveau de chiffre d'affaires global pour pouvoir avoir une vision de l'activité. C'est-à-dire, grosso modo, il faut avoir à peu près le même pourcentage de marge brute sur tous les chantiers, ce qui doit permettre d'atteindre un seuil de chiffre d'affaires qui permet d'assumer l'ensemble des charges. Les problématiques concrètes du dirigeant, c'est d'avoir une vision qui est chacune de mes prestations, chacun de mes chantiers, chacun de mes devis, est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce que je gagne de l'argent sur ce chantier? Quel est le temps maximum que je dois passer sur ce chantier pour continuer à être rentable? J'ai prévu, imaginons, 8 jours à 2. Jusqu'à combien de temps je suis rentable sur ce chantier? Du coup, des questions qui sont très concrètes sont quelles sont les prestations, voire même ce qu'on verra, c'est quels sont les métiers qui me font prendre de l'avance dans mon prévisionnel ou celles qui me font prendre du retard et de combien? Est-ce que mes investissements sont rentables? Dans la première approche, on a peu ou pas de réponses par rapport à ces notions-là. Pour avoir des réponses sur la rentabilité nette au niveau des prestations, il faut travailler avec le CHP, c'est-à-dire le coût d'heure productive. Alors, qu'est-ce que la rentabilité nette va me permettre de savoir? Ça va me permettre de savoir quel est l'endroit où je vais gagner réellement de l'argent. Pour un exemple très simple, aujourd'hui, on a une répartition du chiffre d'affaires où, ici, le placo représente 50% de l'activité et l'isolation 23%. Au niveau de la marge brute, donc, le placo, ça reste encore 51-52% et l'isolation 28%. Par contre, au niveau de la répartition de la marge nette, c'est-à-dire d'où provient la marge nette de l'entreprise, aujourd'hui, on voit que plus de la moitié de la marge nette réalisée par l'entreprise vient de l'activité isolation qui ne représente pourtant que moins d'un quart de l'activité. Les placos, qui dans cet exemple-là représente plus de la moitié du chiffre d'affaires, ne participent, n'amènent que 11% de la marge nette. Et avec ça, on va pouvoir utiliser ces informations-là pour prendre des décisions. Typiquement, si on se retrouve dans une situation où on a 6 mois d'avance, il y a un gros chantier qui arrive et qui n'est que du placo. Ce chantier-là nous permet de terminer l'année. On le prend. Ben, avec ces informations-là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision, mais chaque dirigeant va pouvoir prendre une décision en fonction de ses objectifs. Si j'ai envie d'assurer la fin de mon année, eh ben, je sais que je peux prendre cette partie placo, je ferai une marge nette petite et qu'il va falloir que je sois vigilant parce que je vais couvrir mes charges fixes, voilà, mes charges indirectes, mais il faudra que je sois vigilant au niveau du nombre d'heures. Par contre, effectivement, si j'ai envie de développer la rentabilité de mon entreprise, je vais plutôt privilégier les chantiers au niveau de l'isolation. Et là, une question qui peut arriver, c'est je ne vais prendre le lot placo que si jamais j'ai le lot isolation, dans le cas où je cherche à avoir une rentabilité plus grande. Autre vue que approche va permettre cette notion de rentabilité nette, c'est qu'on va avoir la rentabilité par métier. Là, on voit le distinguo entre la notion de taux de marge brute et taux de marge nette. Et la différence entre la marge brute et la marge nette, c'est que la marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins les matières premières. La marge nette ou le résultat net, c'est ce qui reste quand on a inclus toutes les charges de l'entreprise. Je dis bien toutes les charges de l'entreprise. Donc, c'est essentiel de suivre la rentabilité nette de ces chantiers. Et c'est d'ailleurs le défi pour l'entreprise qui veut connaître la rentabilité nette de tous ces chantiers, de tous ces devis, c'est de savoir comment est-ce qu'on va inclure toutes ces charges dans son devis. Et bien la réponse, elle est simple, c'est avec le coût d'heure productive de l'entreprise.
Le coût d'heure productif de l'entreprise, c'est ce que l'on va voir ensemble, c'est l'outil qui va permettre de pouvoir incorporer, injecter, ventiler, on peut utiliser le terme que l'on veut, dans chacun de vos devis, cette part de charge indirecte qui est indispensable de suivre. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer son coût d'heure productive? Alors, on va le voir rapidement, il y a plusieurs méthodes, on peut le faire papier-crayon, on peut le faire avec un tableur, on peut le faire aussi en utilisant Licorne, voilà, qui est l'outil qui a été développé par Hello Carré qui permet de suivre son coût d'heure productive et ensuite de l'incorporer dans ses devis. Mais on va voir ensemble comment le calculer très simplement. Alors, première notion, dans notre compte de résultat, il y a des charges directes et des charges directes. Une charge directe, c'est une charge qui peut être affectée directement à un chantier, à un devis. Donc, sur lequel on n'a pas de doute pour dire que cette charge, voilà, elle est affectée pour tel chantier, pour le chantier de M. Durand, pour le chantier de M. Dupont. L'exemple le plus simple, ce sont les matières premières. Les matières premières, on peut les affecter facilement à un chantier. Une charge directe, elle, nécessite un calcul pour pouvoir être répartie entre plusieurs chantiers. L'exemple simple, c'est le loyer, celui du bureau, le comptable, ou les assurances, ou l'amortissement du véhicule. Et là, on arrive à une vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir répartir toutes ces charges qui existent, qu'on paye, qui sont présentes dans notre compte de résultat, pour pouvoir les mettre sur chacun de nos devis. Et bien, la réponse, c'est le coût d'heure productive. Vous allez voir, la méthode est simple, puisqu'il y a uniquement 3 points. Si vous retenez les 3 points qui suivent, vous saurez calculer votre coût d'heure productive. Alors, le premier point, c'est de répartir ces charges en charges directes, en charges indirectes. Donc, on va voir comment, dans son compte de résultat, dans son prévisionnel, on prend l'ensemble de ces charges et on va faire une mise en pratique tout à l'heure et on se pose la question de savoir si c'est une charge directe ou une charge indirecte. On va ensuite calculer le nombre d'heures qui sont vendues. Alors, le nombre d'heures qui sont vendues, on va le distinguer du nombre d'heures qui sont travaillées. Le nombre d'heures vendues, ce sont le nombre d'heures qui sont réalisées directement chez le client. Et le troisième point, c'est le calcul du coût d'heure productive. Celui-là, il est simple, c'est qu'une fois qu'on a fait les 2 premières étapes, il suffit de diviser les charges indirectes par le nombre d'heures vendues. Donc, le CHP, coût d'heure productive en 3 points. Très concrètement, vous prenez l'ensemble de votre compte de résultat. Votre compte de résultat, vous avez d'un côté les charges, d'un côté les produits. Au niveau de vos charges, vous prenez l'ensemble de vos charges que l'on distingue en termes de charges directes et de charges indirectes. On calcule ensuite le nombre d'heures qui sont vendues par l'entreprise. Et on obtient le coût d'heure productive. Donc, 3 étapes. Et on va voir maintenant ensemble comment mettre en place ces 3 étapes pour votre entreprise. Alors, premier point, répartir ses charges en charges directes et en charges indirectes. Alors, cas pratique, une entreprise réalise des travaux de couverture et d'isolation. Voilà. Elle achète de l'ardoise. Les charges de l'ardoise sont-elles affectées en charges directes ou en charges indirectes? Si l'entreprise réalise des travaux de couverture et d'isolation, l'ardoise fait partie des charges directes parce que ce sont des charges de matières premières qu'on va suivre sur un chantier qu'on va suivre facilement. On sait quand on refait un toit, avec, si on a besoin de 200 mètres carrés, on va avoir besoin de 200 mètres carrés d'ardoise. Second point, l'entreprise de construction réalise des travaux de maçonnerie, de placo, de peinture et d'isolation. Elle utilise un mécalac pour transporter les briques de parpaing quand elle fait de la maçonnerie.
les charges de ce matériel sont-elles affectées en charge directe ou en charge indirecte? Alors, ce qui est intéressant quand on est en formation, quand on est en salle, c'est de pouvoir échanger pour avoir le point de vue de chacun. Et généralement, quand on est à ce stade-là, on a à la fois des gens qui nous disent qu'on peut l'affecter en charge directe ou en charge indirecte. Et moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça et une anecdote très pratique. C'est une entreprise qui était en Vienne, qui faisait à la fois de l'activité qui était de production, enfin de construction, TP, et qui faisait aussi de la rénovation. Elle faisait des travaux où elle faisait du carrelage ou de la peinture. Donc, lorsque je travaillais avec le dirigeant me disant que le Mecalac, il était utilisé pour la partie construction, pour moi, c'était quelque chose qui était à affecter directement au chantier de construction et uniquement au chantier de construction. Parce que, typiquement, pourquoi est-ce qu'on ferait supporter à l'entreprise, au client qui fait du carrelage, le poids de l'amortissement, une partie du poids de l'amortissement de ce Mecalac? Après échange avec le dirigeant me dit oui, mais si jamais je n'ai pas de Mecalac, si mes gars passent 4 jours à monter les parpaings sur le dos à l'échelle, le 5e jour, ils vont pas faire de peinture, ils vont pas faire de carrelage, ils ont le dos pété, donc ils sont à la maison. Ça veut dire, du coup, que le Mecalac, il a une utilité spécifiquement pour la partie qui est métier construction, métier TP, mais qu'il a aussi un impact sur la productivité globale de l'entreprise. Donc, avec le dirigeant, on a identifié quel était le pourcentage le plus intéressant à mettre. Voilà, une cote-part pour mettre à la fois une part de ses charges directes pour la partie qui est TTP et à la fois une partie qui est indirecte, donc supportée par l'ensemble de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire cet exemple? Cet exemple, ça veut dire que il y a une partie qui est gestion, règles de gestion, et sur lesquelles, si on applique des choses qui sont très pratico, enfin très basiques, très théoriques, on va s'éloigner de la réalité de l'entreprise. C'est pour ça qu'il est important de discuter avec le dirigeant pour savoir comment est-ce qu'il travaille, quel est le vrai fonctionnement de l'entreprise pour pouvoir ventiler au mieux les charges. C'est pour ça que mon objectif, c'est de pouvoir au maximum donner les informations pour que le dirigeant puisse lui-même prendre ses décisions parce que c'est lui qui connaît le mieux son activité. Troisième cas, une entreprise qui réalise des travaux d'électricité, elle a dans son compte de résultat des charges locatives pour son bureau. Sont-elles affectées en charge directe ou en charge indirecte? On reformule la question, cela veut dire est-ce que voilà, j'ai 350 € de charges mensuelles de bureau, ce qui me fait 4200 par an. Comment est-ce que j'affecte une partie de ces charges-là dans mon devis? C'est pas facile de savoir quelle est la partie que je vais mettre pour le chantier de Monsieur Durand. Donc, ça veut dire que c'est pas une charge qui est directe, donc c'est une charge qui est indirecte et que l'on va traiter ensuite dans le coût d'heure productive. Quatrième cas, une entreprise qui ne réalise que de l'isolation en pause ou de l'isolation soufflée. Elle a investi dans une machine à souffler. Cet investissement doit-il être affecté en charge directe ou en charge indirecte? Encore, ça fait partie des sujets qui, lorsqu'on est en formation, on peut avoir des points de vue des gens qui vont le mettre en charge directe, d'autres qui vont le mettre en charge indirecte. Et ça va dépendre au final de l'investissement et de la manière de travailler de l'entreprise. Soyons très concrets. Qu'est-ce qui se passe si jamais je mets cette charge en charge directe ou en charge indirecte? Si je la mets en charge indirecte, ça veut dire que le coût sera lissé, que je sois sur l'isolation en pause
ou de l'isolation soufflée. Si je le mets en charge directe, ça veut dire que je ne l'impacte sur mes devis que dans l'isolation soufflée et pas dans l'isolation en pause. Donc, ça veut dire que si je veux être extrêmement précis au niveau de mon suivi de rentabilité, je le mettrai en charge directe pour pouvoir calculer la rentabilité spécifique de l'isolation soufflée par rapport à l'isolation en pause. Après, il y a une question qui va se venir, c'est une question qui est très pratico-pratique, c'est le coût du matériel et la durée d'utilisation. Si j'ai un coût qui est faible sur une durée qui est assez importante et ce qui me fait un coût annuel supporté qui est très faible, est-ce que ça vaut le coup de suivre ou pas cet investissement? On va le voir un peu plus loin. Quand on fait ces ventilations, on peut se poser plein de questions, mais la première, c'est le juste temps entre l'analyse que l'on va faire et le temps pour avoir l'information. Si je mets trop de temps pour avoir l'information, ça veut dire que ma ventilation n'est pas justifiée. Je propose un dernier exemple, une entreprise de menuiserie qui investit dans un nouvel atelier qui servira pour uniquement l'activité de fabrication. L'atelier est-il affecté en charge directe ou en charge indirecte? Et petit indice, la réponse est-elle différente s'il existe une activité de pause? Bien, je vais vous mettre sur la piste. On va même se dire qu'il existe une activité de pause. Et imaginons ce qui arrive aujourd'hui où on a une activité de menuiserie sur laquelle on est de la fabrication, sur laquelle on fabrique, on utilise des machines, sur lesquelles on est une activité de pause, c'est-à-dire c'est une activité sur laquelle on commande des fenêtres et sur laquelle on va juste aller poser les fenêtres chez le client. Ça veut dire qu'on a une activité sur laquelle on a besoin de l'atelier, on a besoin des machines, et une activité sur laquelle on n'en a pas besoin. Ça veut dire que, très concrètement, aujourd'hui, si je veux mesurer la rentabilité de mes deux activités, je dois affecter les charges de mon atelier directement aux activités de fabrication. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire supporter à une activité de pause des amortissements de machines ou des amortissements d'atelier, de loyer, qui ne sont pas nécessaires pour cette activité. Ça permettra d'avoir une vision très concrète, très réelle du taux de rentabilité de chacune des activités. Et ça peut permettre, ça c'est quelque chose que l'on trouve assez régulièrement, de mettre le doigt sur quelque chose qui peut faire plaisir ou qui peut ne pas faire plaisir. Mais l'avantage de ces notions d'indicateurs, c'est de pouvoir fournir des indicateurs qui sont pertinents. On va peut-être découvrir que finalement l'activité de fabrique n'est pas assez rentable. Voilà, voire même qu'elle l'est pas du tout. Elle l'est peut-être pas du tout parce qu'on a des machines qu'on n'utilise pas assez. Et je vais vous donner là aussi, je pense à un exemple concret, c'est une activité, un dirigeant sur lequel on a fait ce constat et l'entreprise avait une activité de pause et une activité qui était rentable et une activité de fabrication qui ne l'était pas. Mais le dirigeant, qui lui faisait plaisir, c'était quand il était dans son atelier et quand il créait des choses. Donc en fait, on a regardé et pour que son activité de fabrication devienne rentable, il suffisait d'augmenter le taux d'utilisation, le nombre d'heures d'utilisation de ces ateliers et de ces machines. Ben, c'est ce qu'a décidé le dirigeant et aujourd'hui, il a toujours les deux activités, mais il s'est spécialisé sur une partie de fabrication et il a augmenté son activité. Et jusqu'alors, une année que sur des chantiers qui étaient assez proches de lui, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres sur l'activité de fabrication. Maintenant, il va beaucoup plus loin, 150, 200 kilomètres. Il a fait un ciblage sur une clientèle qui a un potentiel d'achat et de revenus qui est plus important, sur lequel vendre vraiment sa fabrication, parce que du coup, c'est une fabrication de qualité, une fabrication personnalisée. Et du coup, c'est quelque chose qu'il a d'ailleurs mis en avant sur son site internet. L'un des objectifs, c'est quand on se dit on va se développer sur une activité parce qu'on a identifié que c'est la plus rentable, bah, derrière, c'est le comment. Et la partie site internet est un moyen de répondre à cette question. Donc,
Vous avez vu, la notion de charge directe et charge indirecte, elle est assez simple à mettre en œuvre. Quand on peut affecter directement une charge à un chantier, c'est une charge directe. Dès lors que cette charge, on ne sait pas comment l'affecter, bah c'est simple, c'est une charge indirecte. Alors, très rapidement, sur une question qui est qu'est-ce qu'on fait pour ventiler les charges de personnel? Par définition, il y a des charges qu'on pourrait ventiler comme des charges directes. Typiquement, un salarié, je peux le ventiler parce que je sais le nombre d'heures qui passe sur un chantier. Mais si je fais ça, ça veut dire qu'il y a une partie des heures du salarié que je n'affecte pas, parce qu'on va le voir un peu plus loin, toutes les heures des salariés, toutes les heures des collaborateurs ne sont pas revendues. Et le second point, c'est que ça permet de... Il y a une double saisie, puisqu'on va saisir ces heures deux fois, parce qu'on va aussi mettre les heures pour pouvoir injecter le coût d'heure productif. La troisième chose, c'est que quand on parle de charge directe et de charge indirecte, dans 95% des cas, c'est une charge fixe. Une charge directe, c'est une charge variable. On garde à l'idée l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qui sont les matières premières. Effectivement, on achète des matières premières quand on a de chantier. Si on n'a pas de chantier, on n'achète pas de matières premières. Par contre, le loyer ou le comptable, ça va être le même niveau que l'on ait des chantiers ou qu'on n'ait pas de chantier. En France, quand on a des salariés, et la présence dans l'entreprise n'est pas directement liée à l'activité. C'est pas comme aux États-Unis, on peut pas embaucher des gens parce qu'on a du boulot et les licencier le lendemain parce qu'on n'en a plus. Donc, pour toutes ces raisons, on va ventiler les charges de personnel en charge directe. Ça va permettre de prendre en compte l'ensemble des charges du salaire et aussi toutes les heures qui ne sont pas vendues, qui malgré tout sont payées par l'entreprise. Ça amène une question, c'est quelles sont les répercussions du choix quand on répartit entre une charge directe et une charge indirecte? C'est très simple. On augmente le niveau des charges directes, mécaniquement, on va augmenter notre coût d'heure productive. Mais ça veut dire aussi que cette charge qui existe, on n'a pas besoin de la suivre puisqu'elle sera ventilée dans cette notion, dans cet ensemble qui est coût d'heure productive. Elle sera intégrée dans la notion de seuil de rentabilité, c'est-à-dire que quand je ferai un devis, je saurai que cette charge, elle est bien comptabilisée. Si je choisis de mettre une charge en charge directe, ça veut dire que je diminue mon coût d'heure productive, je suis plus précis si je fais de l'analyse par métier, mais ça veut dire qu'il faut absolument que je mette cette charge dans mon devis pour pouvoir l'intégrer et connaître mon seuil de rentabilité. Donc, c'est à ce niveau-là où il y a une notion de simplicité qui apparaît. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est si on parle du carburant. Le carburant, par essence, pardonnez-moi ce jeu de mots, mais le carburant, par essence, c'est une charge directe. On l'utilise, voilà, pour aller chez tel client, et donc on pourrait suivre exactement, euh, affecter pour chaque devis les déplacements que l'on fait. Ben, c'est pourtant ce que l'on va faire, parce que si on fait ça, ça va être une usine à gaz à suivre, et en plus, ça ne permettrait pas de suivre tous les déplacements. Ben, quand on va chez un fournisseur et qu'on prend du matériel pour plusieurs chantiers, ou quand on va voir son banquier, ou quand on va voir son assureur. Donc, ces charges de carburant, on va les analyser en charges indirectes. Elles seront donc intégrées à mon coût d'heure productive, et ça veut dire que dès que je vais faire un devis, elles seront présentes dans mon devis et elles seront bien comptabilisées. Alors, comment est-ce que je vais ventiler les charges qui sont liées à un matériel? Alors, je vais faire très très simple à ce niveau-là. Le coût d'un matériel, c'est
à la fois son prix d'achat qui va être transformé en amortissement, mais aussi tous les frais qui sont liés à ce matériel. Ah ben, on a besoin de carburant, on a besoin de réparation, on a besoin d'entretien, on a besoin qu'il soit assuré. Et si le matériel, on a décidé de le ventiler en charge indirecte, toutes les autres charges vont être ventilées en charge indirecte. Si le matériel est ventilé en tout ou partie en charge directe, les autres charges vont être aussi ventilées en charge directe. Donc, le principe, il est assez simple et il est assez cohérent, c'est-à-dire, voilà, un matériel, si c'est une charge indirecte, toutes les charges qui vont être liées à ce matériel, on les met en charge indirecte, comme ça on a le vrai coût du matériel. Et s'il est ventilé en charge directe, toutes les charges qui sont liées à ce matériel sont aussi ventilées en charge directe. Voilà. Le rappel de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut s'amuser, on peut être très précis dans l'analyse, mais il faut faire attention à ne pas monter des usines à gaz. Le principe qu'à retenir, j'insiste dessus, c'est le juste rapport entre le temps passé et le degré de précision obtenu. Dans la plupart des cas, quand on met en place le coût d'heure productive, ben, il n'y a pas d'analyse de rentabilité nette qui est mise en place. C'est-à-dire que quand on va faire quelque chose, on saura de toute manière toujours précis ce qu'il y a avant. Et une métaphore que je prends régulièrement, c'est celle du tir à l'arc. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir toucher la cible. Jusque-là, quand on tirait une flèche, quand on l'a décochée, on savait à peu près où était la cible, mais pas toujours. Là, maintenant, on va pouvoir se rapprocher du centre. L'objectif, ce n'est pas forcément de pouvoir toucher le petit point rouge tout de suite, mais de se rapprocher du centre de la cible. Le coût d'heure productive, je vous le rappelle, 3 points. Première étape, répartition en charge directe et en charge indirecte. C'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, évaluation du nombre vendu. Et ensuite, on divise les charges indirectes par le nombre d'heures vendues pour obtenir votre coût d'heure productive. On a fait la première étape. On va donc faire la seconde. Les heures vendues dans l'entreprise, on verra tout à l'heure comment on peut le faire d'une manière très pratico-pratique. Mais toutes les heures travaillées ne sont pas vendues. Il y a les heures où on va visiter les chantiers de prospects, il y a le temps administratif, la gestion des approvisionnements, les déplacements. Il peut y avoir le temps de formation aussi pour les salariés. Il y a le vendredi quand on nettoie le dépôt, ben c'est pas du temps qui est vendu. L'intervention sur les chantiers non facturables. On a fait un chantier, le client nous rappelle 3 semaines après parce qu'il y a un papier peint qui s'est décollé ou quelque chose qu'il y a à faire. On y va, on ne refacture pas et on n'y a peut-être passé que 2 heures, mais avec l'aller-retour, c'est peut-être une après-midi qui est perdue. Un point qui est important, c'est aujourd'hui, on a environ 1607 heures travaillées pour un contrat à 35 heures. Et selon les entreprises, en moyenne, on a entre 1150 et 1250 heures vendues collaborateurs en fonction de l'organisation. Et c'est ce chiffre-là qui est une explication de voilà pourquoi le taux horaire n'est pas un bon indicateur pour la rentabilité nette. Le taux horaire, ça va être un indicateur si vous voulez suivre votre main-d'œuvre comme une charge directe. Mais si vous utilisez le taux horaire, vous allez passer à côté, uniquement le taux horaire, vous allez passer à côté d'un nombre d'heures que vous ne revendez pas à vos clients. D'où l'intérêt de pouvoir incorporer directement l'ensemble des charges de salaire dans les charges indirectes. HP en 3 points. Ben maintenant, vous avez vu qu'on vient de faire on a fait le 1, on a réparti nos charges directes en charges indirectes, on a identifié le nombre d'heures vendues, et donc, il nous suffit de diviser le premier par le second pour obtenir le coût d'heure productive. Donc, la troisième étape, le calcul du coût d'heure productive, c'est simple, total des charges indirectes, on divise par le nombre d'heures vendues. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la notion de qu'est-ce que représente le coût d'heure productive? Eh bien, le coût d'heure productive, j'insiste bien,
ce n'est pas le taux horaire auquel on revend l'heure de main-d'œuvre. On aura l'occasion de le voir peut-être un peu plus loin ou une prochaine fois. On peut avoir un taux horaire, c'est-à-dire vendre sa main-d'œuvre à 40 € et avoir un coût d'heure productive à 50 et pourtant gagner de l'argent. Le CHP représente le coût horaire de la structure pour une heure vendue. C'est celui qui permet donc d'inclure les charges indirectes dans le devis. La question qu'on se posait tout à l'heure, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour ventiler toutes les charges dans notre devis. Eh bien simplement, c'est le coût d'heure productive. Parce que le coût d'heure productive va permettre de le faire avec une formule très simple. Les charges indirectes qui sont sur le devis correspondent au coût d'heure productive multiplié par le nombre d'heures vendues sur le chantier. Si mon coût d'heure productive, c'est 50 €, si je passe 10 heures sur le chantier, les charges indirectes du chantier, c'est 50 multiplié par 10, c'est-à-dire 500 €. On va voir maintenant un cas pratique. Simplement, l'entreprise du béton a dans son compte de résultat 200 000 € de charges. On sait qu'elle a 90 000 € de charges directes, avec notamment beaucoup de matières premières. On sait qu'elle vend 1100 heures par salarié et qu'elle a 2 salariés. Calculer le coût d'heure productive. C'est quelque chose que vous allez faire en direct. Papier, crayon, calculatrice. Moi, je vous rappelle simplement les étapes pour calculer le coût d'heure productive. La première étape, c'est de répartir les charges directes et les charges indirectes. Ici, on sait qu'on a 200 000 € de charges totales et 90 000 € de charges directes. Donc, on sait que nous avons 200 moins 90 000, 110 000 € de charges directes. Le nombre d'heures vendues par salarié, c'est 1100. Donc, au total, pour l'entreprise, c'est 2200. Nous avons donc aussi le total d'heures vendues. Et la troisième étape, charge indirecte divisée par le total d'heures vendues, 110 000 divisé par 2200. Et vous devez trouver 50 €. C'est ce qui permet, voilà le calcul très simple qui permet de calculer le coût d'heure productive d'une entreprise. Maintenant qu'on a le coût d'heure productive d'une entreprise, on va voir comment on peut l'utiliser pour calculer le seuil de rentabilité d'un chantier, d'un devis, d'une prestation. Alors, première notion, c'est le seuil de rentabilité d'un chantier. Qu'est-ce que c'est? Bien, très concrètement, le seuil de rentabilité d'un chantier, ça veut dire que si on vend en dessous, on perd de l'argent. Si on vend au-dessus, on a un résultat net positif, on gagne de l'argent. Si on est à ce niveau-là, c'est le chiffre d'affaires qui permet d'assumer toutes les charges. On est égal à 0. Les produits sont égaux aux charges. Le chiffre d'affaires est égal aux charges. C'est-à-dire que les charges directes, indirectes, sont assumées par le chiffre d'affaires. Donc, la formule, elle est très simple. C'est le seuil de rentabilité, c'est les charges directes du chantier et les charges indirectes affectées au chantier. Les charges directes, on va les identifier facilement. Principalement, ça sera de la matière première, donc l'ardoise que l'on va mettre en œuvre, ou si on achète un évier, un lavabo, du matériel, et puis les fournitures quand on fait des travaux de plomberie. Et les charges directes qui sont liées à ce chantier, à ce devis, à cette prestation. Et on a vu tout à l'heure que les charges indirectes, c'était le coût d'heure productive multiplié par le nombre d'heures vendues. Alors, je vous propose de voir très rapidement un cas pratique. Une entreprise qui s'appelle Isol'To
les informations, les données suivantes. Elle a 45 000 euros de charge indirecte, elle a 1200 heures vendues. Si on divise 45 000 par 1200, on a donc un coût d'heure productif qui est à 37,50 euros l'heure. Les solliciter pour réaliser un chantier d'isolation des combles, je me suis vite fait. Les caractéristiques du chantier pour établir le devis sont celles-ci. Il y a 1200 euros de laine de roche, d'achat de laine de roche. Il y a en coût une location de machine de 350 euros et un temps de réalisation de 14 heures. Quel est le seuil de rentabilité du chantier? Eh bien, l'on va réaliser ensemble, que vous pouvez faire tout de suite là, sur une notion de petit crayon, c'est que on va calculer seuil de rentabilité du chantier. On a dit que c'était charge directe ou charge indirecte. Voilà. Les charges directes, on sait que c'est 1200 plus 350, donc 1550. Les charges indirectes, on sait que c'est notre coût d'heure productive multiplié par 14 heures. Donc 37,50 multiplié par 14. Les questions subsidiaires sont: est-ce que l'entreprise peut facturer 2 000 euros à son client? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'elle fait? Et quel nombre d'heures maximum pourrait-elle passer sur ce chantier? Et en calculant le seuil de rentabilité du chantier, on a les réponses à toutes ces questions. Voilà. Rappel, le coût d'heure productive est de 37,50. Les charges indirectes, 14 fois 37,50 sont de 525 euros. Les charges directes, on l'a vu, c'est de 1550 euros. Le seuil de rentabilité, donc de 2075. Si je facture 2000 euros à mon client, je perds 75 euros et j'ai un taux de résultat qui est de moins 3,75%. On se retrouve dans la situation sur laquelle je ne peux pas payer l'ensemble de mes charges. La question est quels sont le nombre d'heures maximum que je pourrais passer sur le chantier? La réponse est 12. Si je passe 12 heures sur ce chantier, je vais pouvoir atteindre mon seuil de rentabilité. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires permettra de payer l'ensemble de mes charges. La méthode vous donne le nombre d'heures maximum. Par contre, elle ne vous dit pas si ce chantier sera réalisable en 12 heures. Ça, c'est vous, en tant que professionnel, qui pourrez voir si jamais c'est réalisable ou pas. Donc là, on a vu la méthode pour pouvoir présenter papier crayon, faire ses ventilations. Je vous propose de voir une mise en pratique euh, avec un outil. Donc, je vais vous présenter ici Licorne. Alors, on va voir très rapidement ici. Voilà. Je vais me connecter à l'outil. Donc, je choisis le bon compte test. Voilà. Donc là, on arrive sur une notion de tableau de bord. On a parlé tout à l'heure, vous voyez, charge dans les paramètres, charge salarié. Voilà. Charge, c'est l'écran sur lequel je vais faire la première opération du coût d'heure productif. Pour calculer le coût d'heure productif, je vais saisir mes charges ici. Et vous voyez, voilà, je mets mon numéro de compte, si jamais je l'ai dans mon compte de résultat. L'intitulé, je mets ce que je veux, c'est-à-dire que je peux prendre les mêmes intitulés que mon compte de résultat, ou préciser si jamais cet intitulé n'est pas clair. Et ensuite, je remplis mes charges donc avec les informations dans mon compte de résultat. Ici, la partie qui est plus importante, c'est que je vais être mon prévisionnel de charge. L'important n'est pas tant de savoir ce que j'ai comme charge l'année dernière, mais surtout d'essayer de prévoir ce que je vais avoir comme charge cette année. Si je sais que mes charges vont augmenter de 5% ou de 10%, autant l'anticiper. Le fait de pouvoir travailler sur un prévisionnel permet de pouvoir piloter en regardant devant. Si on met les charges qu'on a eues dans les exercices précédents, ça équivaut à conduire en regardant dans le rétroviseur. Et ensuite, très simplement, je vais choisir si c'est une charge directe
ou une charge indirecte. Je vais ensuite évaluer mes heures pour mes salariés. Donc, pour l'ensemble de mes salariés, voilà, une partie sur j'ai les périodes d'activité, le nombre de jours travaillés, le nombre de congés, comment est-ce que je suis réparti, 5 jours de travail hebdomadaire, voilà, une notion de coefficient d'efficacité le nombre de jours, voilà, donc arrêt maladie ou absence pour arriver à nombre de jours d'heures travaillées qui est par salarié. Je peux avoir le même nombre d'heures par salarié et vous voyez que je peux le préciser parce que il y en a peut-être certains qui ont des CACES ou d'autres formations qu'ils doivent avoir, donc ils vont passer plus de temps en formation. Certains vont être sur des chantiers qui sont les chantiers qu'on appelle non facturables. Donc là, c'est important. Ça équivaut à l'étape 2 du coût d'heure productive. Étape 3, elle est faite automatiquement, c'est-à-dire que vous voyez en bas à droite, mon coût d'heure productive, c'est 53 €. C'est le total de mes charges directes divisé par le total de mes heures productives. Quelle est ensuite l'utilisation? C'est exactement ce que l'on vient de faire. Si je vais sur un devis, ici j'ai une rénovation de chambre, voilà. Je mets les intitulés, donc tout ce qui est en blanc est visible par le client et tout ce qui est en gris est uniquement pour moi. Dans mon devis, je vais mettre les charges directes pour chacune des opérations, le temps passé, et ensuite, bien sûr, sur le devis, je mets la quantité facturée, le prix unitaire de vente. Et ça calcule pour chacune des lignes, et ensuite, ce qui est important, c'est l'ensemble du chantier. Vous voyez en rouge les lignes sur lesquelles on n'est pas rentable. On peut avoir une partie où on a une marge brute qui est importante, mais quand on voit le temps passer, eh bien, on n'est pas rentable. L'analyse, elle est importante ensuite au niveau global du chantier, c'est de pouvoir identifier bien sûr quelles sont les parties du métier sur lesquelles on n'est pas rentable, et ensuite pour savoir si on accepte ou pas le chantier, eh ben, c'est la vision globale du chantier. Et sur ce chantier, je sais que le seuil de rentabilité, c'est 5 131 €. Je suis à 5 447, donc je suis au-dessus. Mon résultat net, c'est 326. Le taux de résultat, c'est 6%. J'ai prévu 77 heures sur ce chantier et je serai rentable jusqu'à 83 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 6 heures de latitude pour pouvoir réaliser ce chantier. À partir de la 84e heure, je commence à perdre de l'argent, c'est-à-dire de ne pas pouvoir payer l'ensemble de mes charges. Et je vais donc pouvoir, si jamais, suivant le cas de figure, pouvoir jouer et se dire, là, typiquement, j'ai prévu 21 heures pour la peinture. OK, si jamais on travaille différemment, je pense qu'on peut le faire en 18 heures. Et sur cette partie-là, c'est pareil, j'ai prévu 35. Si on s'organise, on peut gagner, on va dire une demi-journée. Voilà. Et ici, voilà, si jamais je mets à jour, je suis sur 70 heures. Donc, bien sûr, les heures max ne changent pas, mais ça veut dire que si jamais j'arrive à le faire en 70 heures, mon taux de rentabilité va passer de 6 à quasiment 13%. Donc, ça, c'est un exemple qui correspond aussi à ce que l'on a vu dans la présentation tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une variation, à partir du moment où vous êtes au-dessus de votre seuil de rentabilité, une variation infime de votre chiffre d'affaires, et donc ce qui représente pas un impact fort pour le client, mais un impact, par contre, très très fort au niveau de votre résultat. Voilà. Donc, on atteint la fin de formation qu'on avait commencé quelques minutes en retard. Donc, l'objectif pour ce matin, qu'est-ce qu'il était? Il était de pouvoir revoir l'importance de la rentabilité nette pour une entreprise, pour suivre l'impact de la rentabilité nette pour une entreprise. Ensuite,
l'objectif, c'était de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette notion de coût d'heure productive dans l'entreprise. Comment on calcule son coût d'heure productive. Vous avez vu que ça se calcule très simplement. Et le dernier point, c'est de voir ce coût d'heure productive. Qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'utilise ensuite quand on a réalisé, quand on a fait son coût d'heure productive, quand on a fait ses premiers calculs, comment est-ce qu'on utilise au final cette notion-là pour pouvoir faire des devis, connaître la rentabilité nette de ces prestations. Voilà. J'espère que cette formation, cette première formation en ligne, vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez. Ok, je regarde dedans les participants. S'il y a des questions, vous pouvez les envoyer par le biais du chat. Vous pouvez demander le replay. Il y en a qui ont fait la demande. Du coup, j'ai vu qu'ils ont envoyé directement des textos pour avoir le replay de cette présentation. Voilà. Je regarde du coup en direct s'il y a des questions. Non. Alors, je vais vous remercier pour votre participation à cette session de formation et je vous souhaite une bonne mise en pratique pour votre coût d'heure productive et le suivi de votre rentabilité dans votre entreprise. Merci et à très bientôt. Merci. Merci Patrice, à bientôt.